Macron se présente comme un monarque, clairement. Hein, dès qu'il arrive, 2017, il touche plus pied sur terre, il imite Mitterrand, c'est grotesque, et puis il est le monarque. Et il commence à expliquer, donc il y a cette fameuse déclaration, les Français n'ont toujours pas digéré d'avoir coupé la tête du roi, les Français ont besoin du roi. Alors évidemment, le roi dont les Français auraient besoin, hein, les Français veulent un roi, bon, vous connaissez tous ces textes évidemment, cette interview dans Le Point, enfin, c'est quelque chose de fondamental, hein. Il faut faire attention à ces détails, et qui n'en sont pas. C'est que, voilà, il postule, comme toute la droite moisie, anti-révolutionnaire, que le 21 janvier, au moment où on a coupé la tête de Louis XVI, qui a été, à tort ou à raison, fêté par les Républicains à travers la tête de veau, tout le monde connaît ça, bon, il postule que c'est une pure catastrophe, et il est très ami, enfin très proche de Philippe de Villiers, etc. Pour ces gens-là, la Révolution française est une catastrophe. C'est une catastrophe, et ce sont des anti-révolutionnaires, et ce sont des monarchistes. Emmanuel Macron est monarchiste, comme certainement Valéry Giscard d'Estaing était monarchiste. Et Brigitte Macron est monarchiste, c'est pour ça qu'ils sont complètement focalisés sur l'invitation de King Charles, sur aller se déguiser en roi et reine dans toutes les cours d'Europe. Enfin, ils sont ridicules, quoi. C'est les points de vue, l'image du monde. Mais c'est un monarchisme profond, et contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas des étrangers. On dit Macron, c'est le suppôt d'un capitalisme mondial avec ces espèces de vieux relents. C'est un Français, Macron. Je veux dire, il est typique d'une certaine France, anti-révolutionnaire, d'une droite extrêmement conservatrice et qui a la nostalgie de la réaction et qui a de la restauration et qui a la nostalgie du roi. Et donc, il se positionne tout de suite comme roi et il trahit la République parce qu'il est anti-républicain. Complètement. Alors je suis d'accord avec Ludivine sur le fait que, évidemment, le gaullisme est d'une violence extrême. Hein. La répression de mai 68, c'est une extrême violence, c'est un autoritaire. On parlait de la télé de Gaulle, quoi. Enfin, vraiment, c'était une dictature quasiment que De Gaulle a mis en place à un moment, mais on peut lui concéder qu'il avait un sens de la République. C'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron, qui était quelqu'un qui menace la République dès son arrivée au pouvoir, dès avant d'ailleurs. Et il va provoquer les Français républicains, les Français attachés à Rousseau, au contrat social, à 1789, au fait que oui, il n'y a pas de droit en France, etc., et qu'il y a une souveraineté populaire, et qu'il y a un peuple français, et que c'est lui le souverain. Le souverain, c'est pas Macron, c'est nous. Et les Gilets jaunes vont... Le vrai sens des Gilets jaunes, c'est ça. C'est bien sûr que c'est une affaire environnementale, c'est une affaire justice fiscale, c'est une affaire de voiture, etc. Moi, je suis devenue gilet jaune parce que ma voiture n'est pas passée au contrôle technique. Je vivais à la campagne parce que je ne pouvais pas vivre en ville à l'époque, je n'avais pas les moyens. Et du coup, je ne pouvais plus circuler avec ma voiture et donc je circulais sans contrôle technique. C'est-à-dire si j'avais eu un accident, je pouvais me retrouver en prison ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est quand même pas possible. L'essence, le prix allait encore exploser, vous voyez, donc j'avais des problèmes, comme ces gens qui étaient relégués dans les banlieues ou dans les zones périurbaines plutôt. Et du coup, je me sentais complètement d'accord avec leur discours, d'autant qu'il y avait des gens comme Priscilla Ludowski, qui est une femme qui est écologiste, enfin, je veux dire, elle était gilet jaune, mais au nom de la planète. Voilà. Donc, moi, j'avais pas de problème. Donc, on a posé avec les Gilets jaunes, enfin les Gilets jaunes ont posé cette notion de démocratie, souveraineté populaire. Le drapeau bleu, blanc, rouge, c'était pas que les fachos des Gilets jaunes, car il y en avait. Il y avait des fachos, et ils existent encore, extraordinaires. Il y avait Français de souche quand même, faut voir, dans les Gilets jaunes, et ils existent toujours. Et là, ils reviennent dans la rue. Et moi, je suis leurs vidéos pour voir ce qu'ils font. Donc, les Gilets jaunes, c'était pas un mouvement de gauche, c'était un mouvement populaire de la France, où il y avait toutes les couleurs de la politique française, du meilleur comme le pire, et puis il y avait plein de gens qui n'avaient jamais fait de politique comme toi, hein, puisque de ce que j'ai pu lire, tu t'es retrouvé à 14 ans sans avoir jamais fait de politique, tu as appris la politique avec les Gilets jaunes. Voilà, donc ça pour moi c'est très important. Alors ça c'est 2018, et c'est une réponse à Macron, c'est Macron qui dans sa folie, dans sa provocation, accélère un processus révolutionnaire. Qui couvait, bien sûr, Macron. Moi, je ne suis pas pour l'histoire des grands hommes, hein, ça n'existe pas. C'est juste un personnage de dessin animé dans une histoire qui, évidemment, relève de choses beaucoup plus, on l'a dit, multiséculaires. Ensuite, les retraites. Alors, bien sûr, Macron continue, il détruit le CNR en appelant ça le CNR. Bon, il n'a pas arrêté de le faire. Hein. Il détruit les jours heureux en appelant ça les jours heureux. Il ne cesse de nous provoquer. Beaucoup plus que Sarkozy, beaucoup plus. Sarkozy était de droite, il était sur ses trucs de droite, et il ne venait pas nous raconter qu'il était de gauche. Enfin, il y a un moment, ça suffit.
Si, ils faisaient des trucs transgressifs, mais à ce point, là... Ils citaient Jaurès et... bien sûr, ils font tout ça. Ils voulaient se réapproprier Guy Oui, c'est vrai, dans les écoles. Jeunes résistants communistes. La lettre aux écoliers. Oui. C'était une provocation. Ils essayent depuis longtemps de faire du en même temps. Ouais. Mais c'était citer Jean Jaurès. Il y a peut-être une forme d'accélération. Citer Jean Jaurès, tout le monde le fait. Le préfet Lallemand me l'a fait dans les. Moi, j'ai connu le préfet Lallemand à l'ARS. C'était réservé aux gens des quartiers. Ils se sont entraînés sur les gens des quartiers, comme on dit. C'est une formule un peu bizarre, mais ils se sont entraînés là, et ensuite ça s'est généralisé. Certains disent d'ailleurs que c'était une expérimentation finalement qui a été élargie à l'échelle globale. C'était même, si on suit par exemple Mathieu Rigouste, un excellent chercheur indépendant qui travaille sur les violences policières depuis longtemps, il parle aussi d'une dimension très néocoloniale. Enfin, c'est-à-dire ce sont aussi des pratiques qui avaient été expérimentées dans un cadre colonial, de contre-guérilla colonialiste, qui ont été importées ensuite dans la France métropolitaine, avec une grande violence dans les quartiers populaires, un quadrillage policier et sécuritaire des quartiers populaires, lui-même structurellement raciste, et donc en cela aussi néocolonial. Et ce qui se passe avec les Gilets jaunes, et qui est incroyable, c'est qu'on se met à taper des vrais Français, c'est-à-dire, je prends l'expression de l'extrême droite, quoi. Donc BFM TV est là, mais la Macronie tape des vrais Français. Comment c'est possible, quoi? Et pareil, sur CNews, ils étaient complètement perdus. Ces télés ne pouvaient pas comprendre ce qui se passe, quoi. Comment c'est possible? Donc, on arrive à un moment complètement fou. Évidemment, cette expression de vrai français... Oui, non, bien sûr. C'est une expression de français de souche, c'est-à-dire que de l'extrême droite. Ça ne suscitait pas de polémique le fait qu'il y ait des violences abominables chez les populations qui sont mises au banc, parce que j'aime bien recontextualiser sémantiquement ce terme de banlieue. Et tandis que là, finalement, c'était... Les non-citoyens, d'abord, c'est les gens des quartiers, c'est complètement abominable, passons. Ensuite, les non-citoyens, ça devient... donc, il y a les vrais Français, c'est-à-dire ceux qui font leurs courses, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent consommer, puis il y a ceux qui foutent le bordel, c'est-à-dire nous, et on n'est pas des vrais Français. Bon, moi, ça commence à bien faire. Enfin, on va quand même pas laisser cette... Je veux dire, c'est des millions de gens qui entendent ce discours. Il faut qu'on réponde. Si il pouvait y avoir des soignants qui étaient en études de santé et qui n'étaient pas d'accord eux aussi, et qui ne voulaient pas se l'injecter, accepter l'injection, ils sont devenus des non-citoyens, des gens qui ont perdu leur... Alors évidemment que je suis allée manifester contre le pass sanitaire, non seulement ça, mais j'ai écrit une tribune dans Libération pour dire que le pass sanitaire, c'est la remise en cause des principes fondamentaux de notre République. Ça remet en cause tout ce que j'enseigne en fac de médecine depuis des années, à savoir le consentement libre et éclairé, qu'il y a des dérogations au consentement libre et éclairé quand les études épidémiologiques démontrent de manière extrêmement claire qu'on met en danger les autres en ne prenant pas tel ou tel produit, c'est le cas pour beaucoup de vaccins et c'est tout à fait vrai. Là, ça n'a jamais été démontré. Donc, on s'est mis à faire n'importe quoi dans beaucoup de pays, la France, le Canada, l'Italie, plein d'autres. Et on a d'ailleurs, ça a été une gabegie d'argent au niveau de l'Union européenne. Là, il y a tous les scandales qui sont en train de sortir au niveau de l'UE avec Ursula von der Leyen, etc. Voilà, moi j'ai été dans les... Et comment on a été traités? Mais comme des parias. Il y a des gens qui considéraient que manifester contre le pass sanitaire, c'était manifester contre la santé publique, contre les vaccins, et c'était manifester pour le Covid, mais c'est n'importe quoi. Donc moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas supporté, parce que ces jugements que j'ai eus de journalistes, de collègues universitaires qui ne connaissent rien au vaccin, qui ne connaissent rien à la santé publique, alors que moi, je travaille dessus depuis des années sur ces questions de politique de santé publique et épidémiologie, c'est un peu agaçant de se prendre des leçons de gens qui ne connaissent rien et qui répètent les discours de la Macronie, c'est-à-dire d'Olivier Véran, qui est une usine à fake news, si on peut dire. Oui, le fil conducteur, moi je dirais que c'est donc une guerre sociale qui est menée par une classe, parce que la Macronie, c'est d'abord la représentation d'intérêts de classe. Moi je suis matérialiste, de ce point de vue je suis aussi marxiste, libertaire, et donc j'analyse les choses en termes de classe et de lutte de classe. Pour moi, donc on est au cœur d'une lutte de classe particulièrement aiguë, particulièrement vive et très violente quant à la domination de classe qui s'impose. Alors moi j'avais repris une formule, mais qui n'est pas de moi. Après je te dirai ce que j'avais. Nous sommes tous des hommes et des femmes politiques, parce que j'aime beaucoup cette formule. T'avais mis cette formule? Nous sommes tous des hommes et des femmes politiques, parce que je trouve que, et voilà, on l'a trouvé ailleurs, c'est
c'est une formule qui raconte bien ce qu'on est en train de vivre dans un certain rapport à la démocratie. Exactement. Les Gilets jaunes ont repris l'idée d'une reviviscence de la démocratie en considérant que la démocratie dite représentative, en fait, ne représente plus grand monde et peu de gens se sentent désormais représentés objectivement. D'ailleurs, c'est un oxymore, démocratie représentative, ça paraît assez contradictoire. Disons que, bon, c'est une discussion dont on aura à la fin, peut-être. Mais en effet, bon, je veux bien considérer que c'est un oxymore dans la mesure où une démocratie, c'est l'idée que tout le monde doit pouvoir délibérer avant de pouvoir ainsi participer à la décision collective. Que, en effet, la démocratie ne saurait se réduire à un bulletin de vote. Et ça, c'est ce que, par exemple, la Commune de Paris avait bien montré. L'idée d'une émancipation par rapport à ceux qui nous gouvernent. Et c'était tout simplement la démocratie. Donc, bon. Et ce qui m'a intéressée, j'y ai participé, c'était aussi cette petite partie, elle était minoritaire dans le mouvement des Gilets jaunes, des assemblées, avec des délégués mandatés, révocables, ce qui a même donné d'ailleurs à Commercy dans la Meuse finalement, donc outre les assemblées des assemblées, mais ça a donné la commune des communes juste avant la crise du Covid. Et je crois que ce qu'on est en train de vivre avec le premier mouvement contre la réforme des retraites, enfin la dite réforme des retraites, puis celui qu'on a engagé ces derniers mois. Je citerai aussi la grande mobilisation contre la loi sécurité globale, parce que ça aussi, ça a posé une question fondamentalement démocratique, et on était très, très, très nombreuses et nombreux dans cette mobilisation. Je citerai une autre mobilisation qui, quant à elle, et à mon avis c'est une grave responsabilité collective, était trop faible. Je me souviens être allée dans des manifestations où on était 200, 300, et c'est pas normal du tout. C'est la mobilisation contre la loi séparatisme. Parce que la loi séparatisme, elle est extrêmement grave sur le plan des attaques aux libertés publiques, des attaques à la démocratie. Et je pense que ce qui est rentré, très stigmatisant, et du coup ce qui est rentré un peu dans la réticence à se mobiliser contre la loi séparatisme, c'est une forme de racisme. C'est une forme de racisme déguisé en islamophobie. Bien sûr. Au fait, ça concerne les musulmans, ça concerne même, oh là là, le CCIF dissous. Le CCIF dissous, mais ce sont des avocats, des avocats qui défendent les droits. L'Action française, qui est une organisation profondément anti-républicaine, défile dans Paris au moment où on parle. Bien sûr. Et donc, voilà, tout ça, ce qui structure toutes ces mobilisations, et je reviendrai en quelques mots, même si je n'ai pas la compétence de Barbara, et je ne partage pas forcément toutes ses positions, mais je dis d'abord que je ne suis pas forcément légitime à en parler de cette façon, comme Barbara en parle, sur la question de la crise sanitaire. Mais est-ce que cette mobilisation s'inscrit donc dans ce cadre, selon toi de la démocratie. Parce que moi, ce qui m'a profondément choquée dans ce moment de la crise sanitaire, c'est le caractère absolument antidémocratique et très violent de ce qui nous a été imposé, y compris dans les modalités même du confinement, dans ce quadrillage policier et judiciaire terrible, y compris quand on devait faire des attestations. Il me semble que ces attestations ont été récusées quant à leur légitimité, leur légalité, je l'ai fait par, sur France Inter. Par le Conseil d'État. En fait, non. Pardon. Mais ça a été effectivement fait, mais ça a été complètement censuré. Moi, je suis passée sur France Inter. J'ai fait état du caractère. Ça relève du nudging. C'est des cabinets de consultants. C'est BVA Nudge Unit. J'ai révélé ça suite à un livre de Sciences Po Paris qui est extraordinaire sur la gestion Covid, que tout le monde devrait lire. C'est fabuleux, c'est un livre collectif que tout le monde devrait lire. Et donc j'ai popularisé ce truc-là, et à partir de là, je n'ai plus jamais été invitée sur France Inter. J'étais devant Ali Badou, il était en panique, il ne pouvait pas me couper, c'était en direct. Il dit donc vous dites qu'on peut sortir, etc. dans la rue. Je dis mais pas du tout. Je conseille à personne de sortir sans cette auto-attestation bidon sur le plan juridique, parce que vous pouvez vous retrouver à la police et vous pouvez avoir des problèmes énormes et je ne sais pas quand vous serez remboursé. Donc remplissez-la, mais sachez que c'est une arnaque. C'est un coup de force qui est complètement contraire à l'état de droit et ça a été subventionné par notre argent, BVA Nudge Unit et ensuite cabinet McKinsey. C'est ça, et donc en fait tout ce qui structure ces mobilisations, c'est la démocratie, et tu parles à l'instant d'état de droit. Bon, je dois dire que je n'ai pas été convaincue jusqu'à présent dans notre histoire de 2 siècles. Il y a eu un véritable état de droit au sens où on pourrait l'entendre, où la justice, la question de l'équité de la justice, soit des matrices de la manière dont s'organise la puissance publique. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on peut constater, c'est qu'un état d'urgence généralisé qui devient un état d'exception
fait pièce justement à un état de droit tel au moins qu'on pourrait y aspirer. Et du coup, sur le pass sanitaire, moi aussi, je pense que le pass sanitaire a été une mesure gravement antidémocratique.